Je lui passe la parole. Merci beaucoup, Maxime, d'être présent. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Euh, bah, ouais, c'est bon. Ouais, en fait, je voulais commencer en disant que j'ai trouvé la table ronde d'avant super intéressante parce que justement, elle montre un peu la tension qu'il y a entre l'envie de bien faire pour l'environnement, la réalité économique, et puis le besoin aussi de répondre finalement à l'envie des consommateurs de consommer de la mode. Et c'est seulement finalement en réussissant à concilier les trois qu'on arrivera à inventer ou à imposer des modèles qui changeront les choses. Et je voulais partir en fait d'une espèce de constat un peu bizarre qui est le fait que parfois les consommateurs sont un peu paradoxaux. Là, vous lisez les Français prêts à dépenser plus pour consommer responsable. Il y a tout un tas d'études qui sont publiées tout le temps là-dessus, où les Français déclarent qu'ils sont prêts à dépenser plus, à acheter plus responsable et tout. Mais la réalité des chiffres aujourd'hui, c'est qu'ils achètent quand même pas beaucoup de choses responsables et que quand ils sont dans un magasin, quand il faut sortir le porte-monnaie, le côté responsable, ils s'en fichent un peu. Alors peut-être pas nous dans cette salle, mais je parle de la plupart des gens. Et puis aussi, il y a parfois des choses qui semblent aller de soi quand on pense rationnellement, comme l'idée que acheter de la bonne qualité, des choses fabriquées en France par des vrais artisans qui font des produits solides, c'est plutôt un meilleur pari pour nos finances personnelles que d'acheter des choses pourries qui vont s'abîmer très vite et qu'on va devoir renouveler. Mais en fait, tout ça, finalement, ça repose sur l'idée qu'on est rationnel, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et que quand on prend une décision d'achat, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et que la difficulté, en fait, c'est que ces paramètres, ils sont difficiles à mettre sur le même plan. Donc, quand je fais une décision d'achat, je vais synthétiser dans une formule impossible à comprendre qui n'appartient qu'à moi, le prix, la qualité, l'usage que je vais en tirer, et puis peut-être aussi un peu l'éthique, mais je l'ai mis en petit, j'ai fait exprès. D'abord parce que, effectivement, comme je le disais, les chiffres montrent que quand il s'agit de sortir de l'argent, quand il s'agit d'acheter des choses, pour l'instant, la plupart des gens achètent peu éthique. Et puis aussi parce qu'il faut se rendre à l'évidence, il y a deux choses très importante dans la mode et qui reste super important, et j'ai du mal à imaginer qu'elle puisse être moins importante dans le futur. C'est le prix, évidemment, mais aussi le plaisir qu'on tire de porter quelque chose ou d'acheter un super vêtement qu'on adore. Voilà. Et du coup, en fait, je trouve que tout l'enjeu de cette révolution environnementale, c'est justement de trouver un moyen de concilier dans un modèle qui tient la route des considérations éthiques et l'envie des consommateurs d'acheter de la mode, de se faire plaisir, et puis les contraintes de leur porte-monnaie, en fait. Et donc ça se fera en fait pas en essayant de plaquer des considérations d'éthique ou des considérations environnementales sur un business model existant, mais en réinventant totalement le modèle. Et voilà, c'est ça le sujet. Et en fait, le fait de transformer le modèle d'une industrie, il y a un gros mot pour ça qui est hyper employé, mais je vais quand même me permettre de l'employer, c'est le mot de disruption. Et c'est exactement ça, en fait. Ça consiste à remplacer un modèle existant, modèle économique, modèle de production, modèle de vente, par un nouveau modèle plus performant que l'ancien. Mais la chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que le modèle qui disrupte l'ancien, il ne s'impose que si, pour le client, pour le consommateur final, il y a un intérêt.
C'est exactement ce que disait la dame qui était assise ici, la dame de Bocage. Elle disait, notre priorité aussi, c'était que ce soit quelque chose de cool, d'agréable pour nos clientes. Voilà. Si on regarde un bon exemple de disruption, c'est par exemple ce qu'a fait Airbnb dans le logement courte durée. Airbnb, c'est pas seulement un modèle totalement différent du modèle de l'hôtel, c'est aussi quelque chose qui, pour le client, est une alternative intéressante à l'hôtel parce que c'est moins cher et parce que c'est aussi agréable et ça a un certain charme d'aller dormir dans un vrai appartement chez des vrais gens quand on voyage. Voilà. Et du coup, en fait, moi, la question que je me suis posée, c'est ce serait quoi un peu le Airbnb de l'industrie de la mode. Et donc j'ai deux exemples dont je veux vous parler, deux exemples qui ont déjà été abordés de nombreuses fois ici dans cette salle. Donc je vais aller vite. C'est la location de vêtements et la seconde main. Alors commençons par la location de vêtements et je vais prendre en fait pour exemple la plus grosse boîte de location de vêtements au monde qui s'appelle Rent the Runway. Je pense qu'elle opère aujourd'hui que aux États-Unis, donc c'est pour ça qu'on la connaît pas très bien en France. Mais c'est vraiment une boîte énorme. On estime qu'elle a fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, et elle a encore levé récemment 20 millions de dollars, notamment auprès de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, un des plus gros sites e-commerce du monde. Et cette boîte-là, elle est valorisée à 800 millions de dollars. Donc c'est vraiment très 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 gros. Et ils ont déjà aux États-Unis 8 millions de clientes. Voilà, parce que c'est uniquement pour les femmes pour l'instant. Voilà. Bon, le principe, on en a déjà parlé, donc vous comprenez parfaitement, c'est effectivement l'idée d'optimiser l'utilisation d'un vêtement, donc de faire en sorte que plutôt qu'il dorme dans un placard et qu'il ne soit pas utilisé, le vêtement tourne, qu'il soit utilisé quasiment en permanence jusqu'à ce qu'il soit inutilisable. Et ça permet a priori, dans un monde parfait, de consommer moins de vêtements. Donc de faire moins tourner les usines et d'utiliser moins de tissus et de polluer moins, etc. Voilà. Donc c'est ça, de la propriété à l'accès. Et la seule chose que je voulais dire, effectivement, c'est que dans cette idée en fait de propriété à l'accès, dans d'autres industries, il y a toujours deux modèles possibles en fait. Il y a l'idée soit qu'une entreprise de location va investir elle-même dans l'objet à partager et qu'ensuite elle va organiser le partage de cet objet mais que l'objet lui appartient. La deuxième solution, c'est de se dire il y a des objets qui appartiennent à des particuliers et on va leur permettre, eux, de les mettre en circulation. Rent the Runway, en fait, ils ont pris la première option qui est plus simple. C'est eux qui achètent les vêtements, c'est des vêtements neufs, ils maîtrisent leur stock et c'est pas des vêtements qui ont déjà été portés et dont on ne connaît pas la provenance, l'histoire, etc. Mais ça, vous comprenez bien. En fait, ce qu'il y a de super intéressant dans Rent the Runway, et là encore, le parallèle avec Airbnb est assez intéressant, c'est qu'ils ne sont pas seulement contentés de dire « Tiens, si on faisait de la location de vêtements, on aurait un meilleur impact sur la planète ». Ils ont essayé de faire en sorte que ce truc-là, qui existe depuis la nuit des temps, hein, il y a des boutiques dans toutes les grandes villes pour louer des costumes, par exemple, pour les messieurs qui ne portent un smoking que 2 fois dans leur vie. Donc ça existe déjà, mais l'idée était de faire de cet usage un usage beaucoup plus simple et beaucoup plus répandu. Et donc ils ont travaillé en fait énormément sur la façon dont on pouvait rendre la location de vêtements facile et agréable. Je vous donne quelques exemples, mais il y en a plein, parce qu'ils ont travaillé sur énormément de choses. D'abord, il y a un catalogue de produits énorme. Donc en fait, vous arrivez, vous avez un choix très très intéressant qui va correspondre à vos goûts et à différents usages. Donc il y a des choses pour les femmes enceintes, il y a des choses pour les mariages, il y a des choses pour le travail, il y a des choses pour les soirées, etc. Donc tout le monde s'y retrouve un peu. Il y a aussi un sujet, évidemment, c'est une plateforme en ligne. Ils ont très très peu de magasins, ils ont à peine commencé à en avoir. Donc il y a l'idée aussi qu'il faut que je puisse en ligne
trouver exactement ce qui va m'aller en termes de taille, en termes de goût, etc. Donc il y a tout un tas de choses pour m'aider là-dessus. Et typiquement, Rent the Runway m'envoie sans surcoût les 2 tailles entre lesquelles j'hésite, si j'hésite entre 2 tailles. Ce qui m'assure en fait que j'aurai la taille qui me conviendra parmi les 2. Si j'hésite entre 2 modèles, de la même façon, pour quelques dollars de plus, je reçois un 2e modèle, et donc ça me permettra tranquillement dans ma chambre, en essayant les 2, de choisir celui qui me convient. Si ça ne me convient toujours pas, il m'envoie un coursier, parce que généralement en plus, ces systèmes de location, c'est de l'urgence, c'est pour un mariage que j'ai demain ou un truc comme ça. Donc ils m'envoient un coursier et ils font en sorte, coûte que j'ai la super tenue dont je rêvais pour aller à mon événement. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez énormément de flexibilité sur la durée de location. Et puis, tout est fait aussi pour faciliter le retour. Donc vous recevez déjà un colis super bien fait, déjà affranchi, avec la bonne adresse. Vous pouvez soit le déposer dans un bureau de poste, soit même on peut venir vous chercher votre colis chez vous si c'est plus pratique. Voilà, ça c'est tout un tas d'exemples de choses qu'ils ont faites pour rendre la location facile et agréable. Et puis ils ont aussi inventé un truc assez intéressant, c'est l'abonnement. Donc aujourd'hui, vous pouvez, pour entre 100 et 150 $, je crois, vous abonner à des vêtements. Donc en gros, je crois que pour la version à 150 $, vous avez 4 vêtements que vous pouvez changer en permanence, en fait. Voilà. Et ça, en fait, ça leur a permis de passer à une échelle totalement différente, parce qu'ils ont aujourd'hui des millions de clientes qui sont, peut-être pas des millions, des centaines de milliers de clientes qui sont abonnées et donc qui régulièrement utilisent le service. Et donc c'est passé de quelque chose de ponctuel à une façon quotidienne d'aborder la mode et la façon dont on s'habille. Voilà. Donc c'est l'idée que parce qu'on offre quelque chose de cool pour le client et que c'est pas seulement une contrainte qu'on vient mettre sur lui pour des raisons environnementales, ça se développe plus facilement. Et puis derrière, en fait, vous avez un modèle opérationnel ultra optimisé, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où il y a de la technologie, en fait, c'est que pour qu'un truc comme ça fonctionne à très très grande échelle, avec un modèle économique viable, il faut énormément de technologie pour tout optimiser, et cette boîte est devenue en fait un bijou de logistique. Et alors, la petite anecdote rigolote, c'est que ils sont aussi devenus le plus grand pressing des États-Unis. Voilà. Voilà. Donc, en fait, c'est un bon exemple de quelque chose qui à la fois est cool pour les consommateurs, parce que finalement, ça ne va pas à l'encontre de notre envie de mode, ça va même dans le sens de notre envie de mode. On va pouvoir consommer encore plus de mode, on va pouvoir renouveler encore plus souvent les vêtements qu'on porte. En même temps, ça réinvente la consommation et le modèle économique, et ça a un impact positif à terme sur l'environnement. On pourra débattre de ça. Et voilà. Et je voulais vous parler aussi donc aussi de la seconde main et de la façon dont aujourd'hui, justement, des acteurs réussissent à faire de la seconde main quelque chose de désirable, qui soit une vraie proposition de mode pour des amateurs de mode et qui soit finalement une alternative à des super marques qui font rêver ou à des super magasins dans lesquels on achète généralement des vêtements. Donc je vous donne 3 exemples avec des approches un peu différentes, mais à chaque fois, c'est la même idée. The Real Real, c'est peut-être l'exemple le plus classique. C'est une plateforme de seconde main américaine, de seconde main d'articles de luxe. Et ce qui les caractérise, en fait, c'est qu'ils se présentent finalement comme un super site e-commerce de luxe, au même niveau que des net-à-porter ou ce genre de choses. Donc avec quelque chose de super éditorialisé, avec des super belles photos qui donnent envie. Et puis aussi, le truc assez malin, c'est qu'ils arrivent à relier en fait des produits sur la plateforme à des tendances d'aujourd'hui.
Et donc en fait, on n'a pas du tout l'impression d'acheter des vieilles choses démodées, mais au contraire, on a l'impression d'acheter des choses qui sont pile dans la tendance. Donc ça, c'est une première chose. Le deuxième exemple que je trouve hyper intéressant, c'est cette plateforme anglaise qui s'appelle Depop, qui permet en fait qu'une communauté de gens plutôt jeunes qui vendent des vêtements ou qui achètent des vêtements. Donc ça va me permettre, moi, par exemple, en tant que vendeur, d'ouvrir une petite boutique qui se présente en fait comme un flux Instagram. Je poste des photos des choses que j'ai à vendre. Généralement, c'est des photos hyper cool, c'est une communauté très cool. Les vendeurs sont aussi leurs propres mannequins, ils se mettent en scène, ils vendent leur style. Et puis de l'autre côté de l'écran, vous avez des fans de mode qui vont acheter de la mode vintage. Et ça, c'est un truc assez incroyable. C'est très très gros. Ils ont fait 500 millions de pounds de volume de vente l'année dernière. Donc c'est assez considérable. Et sur cette plateforme, un peu comme sur Instagram, vous avez des gens qui ont des centaines de milliers de followers. Et dès qu'ils postent un nouvel article vintage, c'est acheté dans la minute ou dans l'heure. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est aussi l'idée que, à partir de quelque chose, en fait, c'est pas, ce qui est vendu là-dessus, c'est pas très cher. C'est du vintage. C'est pas de la marque. C'est des choses assez basiques. Mais le fait que ce soit remis en scène comme ça redonne de la valeur à des objets. Et puis, dernier exemple, c'est l'idée que pour bien faire en fait, son job de vendeur qui fait rêver d'articles d'occasion, une idée aussi possible, c'est de se spécialiser. Et donc là, ils se sont spécialisés uniquement dans les sacs à main. Et donc, ils ont une plateforme vraiment super adaptée à la vente de sacs à main, à la découverte de sacs à main. Vous avez aussi un système qui fait que vous pouvez remettre finalement en circulation un sac à main et en racheter un pour pas cher. Et puis, ils se sont rendus compte aussi que c'était intéressant d'avoir des boutiques. Donc, ils ont ouvert progressivement des boutiques et se présentent comme des boutiques de luxe dans lesquelles on trouve des très beaux sacs à main vintage. Voilà. Conclusion de tout ça. La première chose, effectivement, c'est hyper important de revenir finalement au client et à ce qu'il veut. Et moi, je trouve que ce qui est super intéressant dans toutes ces transformations en cours ou à venir, c'est que finalement, elle nous invite aussi à nous redemander les leviers émotionnels ou marketing sur lesquels on peut jouer pour accompagner cette transformation. Et moi, je suis assez convaincu qu'il ne suffit pas de dire au client tu dois consommer mieux. Parfois, il ne peut pas. Et puis parfois, il a des injonctions contradictoires. Moi, je passe ma vie sur Instagram parce que j'adore. Donc, évidemment, j'ai envie d'acheter de plus en plus de vêtements. Et ça, on ne m'empêchera pas d'avoir envie d'en acheter plus. Et les marques n'auront pas intérêt non plus à m'empêcher d'avoir envie d'en acheter plus. Donc, il faut jouer sur d'autres choses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante dans ces deux modèles, c'est que c'est des modèles qui vont promouvoir la qualité. Donc, que ce soit pour la location où effectivement on ne peut pas louer, on ne peut pas faire rentrer dans cette chaîne logistique hyper compliquée des vêtements s'ils ne sont pas de qualité. Et même chose aussi pour la seconde main, évidemment. Et qui dit aussi qualité, dit possibilité de faire revenir de la production près de chez nous, ou de remettre en fait sur le devant de la scène une production de qualité avec un vrai savoir-faire, etc. Ce que je trouve super intéressant. Et puis, quelqu'un en a parlé aussi à la table ronde précédente, mais je trouve que ça, c'est aussi peut-être une opportunité industrielle pour la France. C'est l'idée que va se développer une vraie industrie de la réparation, avec quelque chose d'assez paradoxal, évidemment, puisque c'est une industrie
qui est morte à petit feu ces dernières années et qui va probablement renaître de ses cendres sous d'autres formes. Et j'ai bien aimé quand la dame de Bocage disait on est en train d'inventer un modèle industriel de cordonnerie. C'est exactement ça qui va se passer. Et là, il y a des opportunités, y compris pour des industriels français. Voilà.